commence un petit peu à blanchir sur le dessus, un peu trop d'expérience là-dessus, et je prends toujours tout ce qui est résultat analytique avec beaucoup de pincettes, notamment de vérification que les échantillonnages, les analyses ont été faits correctement. Il n'y a encore pas si longtemps, j'ai alerté un de vos collègues maires en lui disant qu'il frôlait la catastrophe sanitaire, pour m'apercevoir, grâce au bureau d'études qui a fait les mesures, qu'il s'était juste trompé d'un facteur à peu près 1000 dans les unités qu'il nous avait présentées. Donc je reste extrêmement prudent. Tout à fait. La deuxième chose, c'est que ces analyses sont regardées aujourd'hui avec le recul, et c'est bien pour ça que je suis intervenu tout de suite sur cette problématique de connaissance, avec des regards en matière notamment de pollution aux métaux lourds extrêmement nouvelles. Notamment l'Agence nationale de l'ANSES, je n'ai plus l'acronyme complet en tête, a descendu sa valeur seuil en plomb fort récemment. Donc effectivement, on se retrouve avec, sur la plaine, un certain nombre de pollutions essentiellement aux éléments métalliques, qui concernent ce qu'on appelle les horizons superficiels, c'est-à-dire les 10-15 cm de terre. Ce problème est d'ailleurs connu, puisque notamment dans les constructions à carrière, à triel, on a de longue date attiré l'attention sur la nécessité de bien vérifier, entre guillemets, la nature des sols, et donc de bien vérifier alors, sur les aspects plaine de triel, plaine de triel d'ailleurs, plaine d'Acher et plaine de PRLA, on est essentiellement sur des niveaux qui nous font craindre lors d'usages qu'on pourrait qualifier de très sensibles. Globalement, construction d'écoles, et ainsi de suite. On n'est pas forcément au sein des différents projets qu'on a vus sur ce type de construction. Il y a lieu aussi de vérifier qu'on n'ait pas fait à un moment ou à un autre, qu'on n'ait pas amené de l'urbanisation sur des zones potentiellement atteintes. Et donc là, il y a une nécessité de revenir un petit peu en arrière sur le système en regardant ce qui s'y est fait. Ensuite, vous avez un certain nombre de points de la plaine qui ont fait l'objet de travaux. On a évoqué notamment les exploitations de carrières. Lors de l'exploitation des carrières, notamment des plus récentes, ces spots de pollution sont identifiés et les terres en sont confinées. Donc on se retrouve dans un mécanisme où effectivement on a d'une part l'exploitation des granulats, d'autre part le comblement et le remodelage par des terres qui sont des terres inertes. Et là-dessus, on est extrêmement vigilant sur ce qui rentre, sur la qualité de ce qui rentre en matière de comblement de carrière. Et ensuite, effectivement, alors pour l'instant, un certain nombre de plans de réaménagement qui prévoient à la fois le confinement de ces terres polluées, au-dessus des plus hautes eaux connues, parce que ce qu'on ne voudrait pas, c'est qu'en cas de crue de la Seine, bien entendu, on fasse cadeau à nos amis rouennais de tout ça, et puis de rendre un maximum de superficie avec des caractéristiques de terrain, alors qui seront agronomiquement ce qu'elles sont. Alors à quoi sert la région dans ce domaine? Vous avez très bien synthétisé tout ce qu'on faisait. En réalité, on est investisseur dans des projets. Et le projet que vous portez ici de transformation de la plaine est un projet qui est crucial pour la région parce qu'il est justement à la confluence du fleuve, de la vallée de Seine, à la confluence des plaines, à la confluence de l'agriculture, à la confluence des énergies renouvelables, à la confluence de la gestion des déchets, qui est un énorme sujet pour une métropole. Donc tous ces sujets-là, sur tous ces sujets-là, la région peut investir et vous aider. Et c'est ce que je suis venu vous dire ce matin. Vous avez vu durant toute la matinée les intervenants parler des possibilités que l'on avait, qui d'un côté de procéder au nettoyage, qui d'un autre côté de porter des projets,
qui sont évidemment intéressants. Ce groupement doit rassembler l'ensemble des acteurs. Et quand je dis l'ensemble des acteurs, c'est que tout le monde aura compris que c'est pas simplement la communauté urbaine qui doit intervenir avec les maires, ni le département, ni la région, mais c'est bien ensemble qu'on trouvera une solution au problème et que l'on mettra de l'intelligence là où malheureusement d'autres s'évertuent à nous créer des difficultés. Et quand je dis les autres, c'est, je pense à tous ceux qui font malheureusement par œuvre de développement durable et qui vous laissent des déchets partout sur la plaine, mais non seulement ici, mais moi qui suis également maire à Verneuil, dans les bois de Verneuil, j'ai le même problème. Bon. Donc on voit bien que, et on l'a rappelé ce matin, mon collègue le maire de Carrières et vice-président de la CU a bien rappelé l'ensemble de la problématique. On voit bien que ça dépasse largement le problème de la communauté urbaine, largement les villes, et c'est bien ensemble qu'on arrivera ou pas à trouver la solution à ce problème. Sachant que les pistes, elles sont nombreuses, existantes, elles ont déjà, je dirais, été expérimentées, et elles nous donnent beaucoup d'espoir sur le règlement de ce problème. Et il faut profiter également, ça a été dit tout à l'heure, il faut profiter également de mettre en place un projet qui va aller encore un tout petit peu plus loin que simplement la résorption, je dirais, de la problématique des déchets. Parce que si on s'arrêtait à ça, autant dire que le sujet ne pourrait pas être traité. Vous avez vu l'ampleur, les enveloppes nécessaires font que c'est hors de proportion pour tout le monde, y compris la région, si je prends les budgets les plus importants, jusqu'à les budgets communaux. Donc là encore, l'intelligence que l'on mettra, c'est une intelligence qui a commencé maintenant, il y a quelques années, quand à la CA2RS avec mon collègue, on a lancé, je dirais, les projets pour faire en sorte qu'on cultive du muscanthus, on avait commencé par le sorgho, enfin bref. Pourquoi on est parti déjà? C'est pas ça. C'est qu'il y a une question de rentabilité. À l'époque, quand on a voulu le lancer, ben on n'était pas dans des circonstances qui nous permettaient d'avoir une rentabilité. Donc tout ça est tombé à l'eau. Ça a radicalement changé aujourd'hui. Alors allons-y. Encore un exemple. Vous êtes ici dans ce bâtiment. J'ai mon collègue... Avec la possibilité effectivement d'avoir des projets en matière de collecte, en matière de retraitement. On a notre plan énergie solaire qui va sortir. Et là-dessus, on va aider à l'installation des panneaux solaires. Donc ça permettra de rentabiliser. C'est vrai que jusqu'à présent, ce n'était pas rentable. On va permettre de rentabiliser. On a la possibilité de créer, ça pourrait être, Carrières pourrait être totalement innovante, des réseaux d'approvisionnement en électricité locaux. Donc ça, pourquoi pas essayer de le faire ici sur la plaine. On a un appel à projet biomatériaux. Et là aussi, j'ai vu que vous faisiez du miscanthus, c'est une super idée. Il faut qu'on puisse le faire. On va avoir un projet, je parle sous le contrôle d'Alexandra Dublanche, qui est ma vice-présidente agricole. On a un projet aussi sur les circuits courts, en lien avec le département pour approvisionner toutes les cantines des collèges et des lycées. Donc là aussi, retrouver du maraîchage. Pourquoi pas? Et nous, on aide à l'installation. Maintenant, on a même prévu dans le pacte agricole un projet de portage du foncier pour des jeunes agriculteurs qui voudraient s'installer ou des nouvelles exploitations à créer. On porte le foncier pendant 2 ans pour éviter que les agriculteurs et à faire tous les investissements en même temps. Donc on a un pacte agricole de 150 millions d'euros pour aider à l'installation de 200 jeunes agriculteurs par an en Ile-de-France. Donc vraiment renseignez-vous, s'il y a des agriculteurs dans la salle, qu'ils aillent voir Alexandra pour qu'elle leur explique, mais Christophe Hilleret, évidemment, la Chambre et toutes les associations porteuses de le GAB, les AMAP, etc., travaillent avec nous. Donc on est à fond sur ces nouvelles installations. Donc voilà, sur tous ces sujets-là, et puis on a le plan vert, l'agence des espaces verts qui peut vous aider aussi en rachetant éventuellement un certain nombre de terrains, notamment les terrains près de la ville, les plus proches de la ville, en lisière. Et dernier sujet, on a un plan friche.
avec de l'urbanisme transitoire. Si vous avez des friches enfin voilà, sur lesquelles vous voulez construire quelque chose pour éviter qu'elles soient à nouveau polluées, on peut faire de l'urbanisme transitoire. On peut faire des recycleries, on peut faire de l'économie sociale et solidaire, on peut faire même de la culture, on peut même faire des événements culturels. Voilà. Donc tous ces appels à projets sont ouverts, Monsieur le maire, Monsieur le Président, pour la vallée de la Seine. C'est ça l'apport concret que la région peut faire. Donc je suis avec Arnaud Mine, donc président des Urban Solar. Merci de nous accorder un petit peu de votre temps, Monsieur Mine. Première question que j'ai envie de poser après votre exposé, c'est quelle est la faisabilité de ces types de projets des photovoltaïques ici dans la plaine des Triels et des Carrières? Je pense avoir répondu. C'est un projet qui est parfaitement faisable, c'est-à-dire qu'utiliser un terrain dégradé à proximité des consommateurs d'électricité dans le contexte météorologique de l'Île-de-France, ça fonctionne, on peut le développer, c'est rentable. Ça prend un petit peu de temps à le développer, mais on peut se dire qu'à horizon 2 ans, 3 ans maximum, nous pouvons avoir des centrales photovoltaïques sur cette aire géographique. D'accord. Donc les conditions quelque part sont réunies pour lancer un projet de cette nature? Les conditions sont réunies. Alors le bémol, c'est peut-être que, si j'ai bien compris, le foncier est très morcelé, de multiples propriétaires. Donc il y aura une phase à laquelle nous ne sommes pas forcément toujours accoutumés, qui est d'aller voir chacun et d'essayer de faire en sorte que les énergies soient fédérées et qu'on ait bien un remembrement de tous ces terrains-là de façon à développer les projets. Mais mis à part cette petite difficulté technique, toutes les conditions sont réunies pour développer ces projets. J'avais une deuxième question. Vous avez à un moment donné évoqué les possibles conflits d'usage entre les différents projets. Par exemple, on a parlé d'une agriculture hors sol, les panneaux photovoltaïques que vous proposez, et puis d'autres sujets qui ont été présentés. Est-ce qu'il faut faire attention dès le départ à ce type de probables conflits d'usage ou pas? Oui, particulièrement ici, on est dans une zone urbaine ou périurbaine. Et donc il y a lieu de faire en sorte que chacun y trouve son compte. Il y a une véritable responsabilité d'aménageur. Et donc ça veut dire qu'il n'est pas hors question de me faire 300 hectares de panneaux photovoltaïques. Ce dont il est question, c'est d'avoir un concept global avec du photovoltaïque fort probablement, mais aussi des projets de nature agricole ou des projets sur des infrastructures de loisirs. En tout cas, toute chose qui permet de maintenir ou d'augmenter la qualité environnementale du site et la qualité des usages pour les citoyens qui environnent cette plaine. Et dernière question, comment associer les citoyens à ce type de projets qui parfois sont considérés comme étant hors sol de la part des citoyens? Alors, bon, en ce qui concerne l'agriculture, on a vu qu'il était possible de mettre en place des espaces de culture à la disposition des citoyens. En ce qui concerne le photovoltaïque, il est clairement possible de faire en sorte que les citoyens soient des co-investisseurs, c'est-à-dire ils trouvent un intérêt financier. On est capable de faire en sorte que les citoyens bénéficient sur leur investissement d'une rentabilité. Par exemple, en ce moment, les projets que nous menons, nous offrons une rentabilité de 5% avec un horizon de sortie de liquidité à 5 ans. Donc ça veut dire que chacun peut décider d'être co-investisseur. Ça n'est pas une centrale qui est très loin et on se contente d'être un client et de payer le kilowattheure. C'est vraiment l'opportunité d'être investisseur et d'être producteur d'électricité. Et vous l'avez déjà pratiqué à Toulouse, me semble-t-il? On l'a déjà pratiqué à Toulouse, on l'a déjà pratiqué à de multiples endroits, Donc c'est ce qu'on appelle le financement participatif. Donc nous ouvrons nos actifs au financement participatif, soit pour les citoyens, soit pour les collectivités locales. Merci beaucoup, monsieur Arnaud Mine. Je suis avec Alexis Lefebvre, donc chef de projet à la ferme Gali. Donc aujourd'hui, vous avez présenté un projet, j'allais dire inédit, et vous-même vous l'assumez. C'est hors sol. Expliquez-moi. Alors, il y a ici, dans la boucle de Carrières-sous-Poissy, un foncier, certes pollué, mais il y a un foncier qui n'a pas d'autre usage que potentiellement accueillir de l'agriculture. Il y a de l'eau, il y a peut-être de la chaleur, il y a pas mal de choses qui sont réunies pour faire quelque chose d'assez innovant avec des techniques agricoles hors sol. Et dites-moi, à un moment donné, je vous ai vu réagir en disant il faut aller plus loin, il faut produire plutôt des tomates dans un contexte circulaire. C'est attirant comme idée, mais est-ce que c'est faisable ici? L'idée, c'est de dire que le foncier va permettre de construire des serres et que ces serres peuvent être chauffées par de la chaleur. Et cette chaleur est une chaleur fatale qui n'est pas utilisée sur le territoire. C'est une chaleur qui, hier, n'était pas utilisable parce qu'on n'avait pas les technologies pour chauffer des serres avec une basse température. Aujourd'hui, on a la possibilité de le faire et du coup, une possibilité de créer
peut-être demain 1 hectare, 2, 3, 5, 10, 15, 20 hectares de serre, avec des légumes qui ont besoin de chaleur. Et donc la tomate aujourd'hui est le légume en France qui est le plus consommé et qui a besoin de chaleur. Et du coup avoir une vraie production, une vraie filière de production de tomates en Ile-de-France pour alimenter les cantines et alimenter les citoyens. D'accord. Et une dernière question que j'avais envie de poser, est-ce que vous pensez que les élus, les institutions sont prêtes pour ce type de projet? Je pense qu'on a pas mal d'ingrédients qui sont réunis parce que les institutions, les élus ont conscience qu'il y a ici une verrue territoriale, quelque chose qui n'est pas vraiment utile, qui n'apporte pas vraiment beaucoup de valeur ajoutée au territoire, qui est beaucoup de nuisances, avec des dépôts d'ordures, avec des gens qui s'installent illégalement. Et du coup, le fait de réinstaller une présence intense avec du maraîchage sur ce territoire-là va peut-être renforcer la sécurité et va donner du coup une alimentation locale à une zone très urbaine. Quelque part, redonner de la noblesse à la terre, non? D'une certaine manière, cette zone a été agricole depuis un certain nombre de siècles. Elle ne l'est plus pour des questions de pollution à cause du fait qu'on ait épandu des boues d'épuration de la ville de Paris. L'idée demain, c'est de considérer que cette petite parenthèse non agricole n'est qu'en fait une micro-parenthèse à l'échelle de l'histoire et qu'on retrouvera demain une dynamique qui, en plus, ne peut pas être forcément en conflit d'usage. C'est-à-dire qu'une serre, aujourd'hui, vous avez plus de 300 hectares qui sont disponibles. Une serre, l'idée, c'est pas évidemment de reconstruire ces 300 hectares en serre, ça n'a même aucune pertinence économique. Mais par contre, 25 hectares, c'est largement suffisant, c'est même un très très gros projet d'envergure. Du coup, cohabiter avec du photovoltaïque, cohabiter avec un parc urbain